Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Andréane Jutras est de nouveau avec nous et aujourd'hui, elle va nous parler de paléontologie, plus spécifiquement du Albertosaurus, un lézard gigantesque de l'Alberta. Qui aurait su que nous avions ici au Canada nos propres dinosaures? Il y a de cela très longtemps, Adriane avait un chum qui s'appelait Alberto. Malheureusement, à un moment donné, Alberto il a pris le bord et il est devenu l'Albertosaurus. Donc, vous aurez deviné qu'on va parler de paléontologie aujourd'hui et on va parler de ce dinosaure que je connais absolument pas. Bonjour, Adriane. Bonjour. Fait que tu vas nous parler de ton ancien chum. Presque. Il est un petit peu plus vieux quand même, l'Albertosaure ou l'Albertosaurus. J'ai décidé d'en parler parce que parler de ce qui est trouvé au Canada, parce qu'on s'entend là, Albertosaurus vient de l'Alberta, évidemment, et un dinosaure qui a été découvert au Canada, je trouvais ça tellement important de commencer ma tournée de dinosaures avec celui-là. Mais tu nous en avais parlé, hein, que la majorité, il y avait beaucoup de dinosaures qui portaient justement le nom de l'emplacement où ils avaient été trouvés. Là. Exactement, soit le nom de l'emplacement ou soit le nom de la personne qui l'a découvert. Ouais. C'est bien sûr leur nom scientifique parce qu'après ça, ils sont classés dans les différentes familles là, de façon plus officielle. C'est comme leurs petits noms qui sont les noms de lieux ou d'endroits ou de personnes qui ont été découverts. Est-ce que l'Alberta, au moment où existait cette créature-là, normalement, dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'on avait juste un continent sur la Terre ou il était séparé à ce moment-là? C'était au Crétacé, il y a 71 millions d'années environ, donc c'était séparé. OK. Donc, est-ce qu'on était rendu en Alberta, un endroit où c'était beaucoup plus froid qu'ailleurs? Donc, est-ce qu'on parle d'un dinosaure qui est comme hivernal? Non. Il y avait quand même des glaciers au nord et à l'est de l'Alberta, / le Québec. OK. C'est pour ça qu'en fait, qu'on n'a pas vraiment de dinosaures au Québec, on s'entend, parce qu'on était en dessous des glaces, la majorité, dans toutes les glaciations. Donc, en fait, il y a l'endroit où est-ce qu'il a vécu, il y avait même des swamps, puis il y avait de la chaleur aussi. Il y avait des tourbières, c'était une grande plaine. On s'entend qu'en Alberta, c'est une grande plaine, là, c'était comme ça à l'époque aussi. Vraiment des grandes plaines avec des zones inondables, des estuaires, des tourbières. C'est un peu différent d'aujourd'hui parce que vu la glaciation, il y avait beaucoup plus d'eau aussi qui était présent là-bas. Donc, c'était vraiment au moment où est-ce que les Amériques existaient. Okay. Et il a été découvert là. Par contre, on sait, je vais en parler un petit peu plus loin, mais il a été aussi découvert dans d'autres endroits jusqu'au Mexique.
Oh, OK. Donc, c'était quand même un dinosaure qui était sur une grande surface Ouais. continentale. S'il était dans les plaines, logiquement, donc, il n'y avait pas d'arbres. Donc, à ce moment-là, ça ne doit pas être un dinosaure qui est très haut. Non, mais l'albertosaure fait partie de la famille des tyrannosaures. OK. Donc, c'est une sous-famille, si je pourrais dire. Donc, physiquement, c'était quand même semblable au tyrannosaure, là. C'était un carnivore. Il y avait des grandes pattes arrière assez fortes et des petits bras en avant qui ne pouvaient pas rien faire avec. Donc, c'est un T-Rex. Exactement, c'est juste un petit peu plus petit. OK. Parce que dans les tyrannosaures, il y en a beaucoup de familles. Dans les tyrannosaures, tu as deux familles comme plus principales, qui est la sous-famille tyrannosaure et l'albertosaure. Dans les albertosaures, en fait, c'est Albertosaurinae, là, le nom plus scientifique de la famille. Il y a deux dinosaures différents, qui est l'albertosaure que je parle, et le Gorgosaurus, qui est le cousin, si je peux dire, de l'albertosaure, qui a été découvert ici aussi au Canada. OK. Et dans la famille plus des Tyrannosaurinae, là, on a entre autres le Tyrannosaurus rex à l'intérieur de ça, mais il y a environ une dizaine en disant sous-famille, là, je ne sais pas si je dis le bon terme, là, c'est peut-être sous-classe mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de types de tyrannosaures différents. Donc, on parle à peu près d'une grandeur de combien? Euh, il pouvait atteindre de 8 à 9 mètres à son OK. plus grand. Parce que c'est pas tant en hauteur qu'ils sont mesurés, mais c'est comme en grandeur, Donc, de la queue en jusqu'à la tête. longueur, si je peux dire. Oui, c'est ça, OK. exactement. Donc, on parle de 8 à 9 mètres environ et il pesait entre 1,7 et 2,5 tonnes. Wow. Si on met un homme à côté, je dirais que la tête de l'homme arrive à peu près à la hauteur des petits bras. Je sais que c'est Ah, mais drôle. OK, c'est quand même pas. Ouais. Il n'était pas immense, là, Ouais. comparativement au tyrannosaure qui était vraiment, vraiment imposant. J'ai pas exactement la grandeur, mais je sais qu'il était beaucoup plus imposant que ça au niveau et du poids et de la grandeur. OK. Fait que finalement, est-ce que tu me dirais que c'est un mix entre le T-Rex et le Vélociraptor? C'est-à-dire, tu situes à peu près Euh, où entre les deux? le Vélociraptor, j'ai pas la grandeur devant moi, mais de mémoire, il est fichtrement petit. Puis c'est pas la même famille. OK. Non, mais ça, je sais, je parlais justement, c'est juste pour identifier la grandeur à peu près À peu pour. près. Oui, je OK. dirais à peu près entre les deux. Parce que, tu sais, admettons, si on regarde les images qu'on voit plus typiques, genre Jurassic Park, Ouais. Jurassic Park avait respecté quand même les bonnes proportions. C'est-à-dire, le Tyrannosaurus Rex, l'humain arrivait genre vis-à-vis de la bedaine, c'est Ouais. comme à peu près où les pattes arrière et le ventre se rejoignent à peu près, tout dépendant comment il est placé. Alors que là, c'est vraiment, tu sais, les petits bras ou le cou, là. Tu sais, la tête peut accoter comme ou le cou de l'albertosaure, à peu près. OK. Donc, il y a quand même une bonne différence entre les deux, parce que plus qu'on grossit, le plus que tu deviens pesant aussi. Ouais. Donc, ça permettait à l'albertosaure d'être beaucoup plus agile, probablement, que le Tyrannosaurus rex et de courir plus rapidement. Ouais. Ben, c'est ça, moi je le vois, parce que le T-Rex, moi je me rappelle, il est fait en hauteur. Lui, il est plus Oui, fait en longueur. moi, un petit peu, Ouais. exactement. Puis, il est comme plus penché par en avant. Ben, malgré qu'il peut, il peut être droit Ouais. aussi, Oui, là, c'est ça, mais il peut se donc, relever. il est plus capable de courir. Ouais. Donc, tu sais, ta correspondance avec le Vélociraptor est quand même, c'est une bonne, c'est un bon moyen de les différencier, là. OK. Bon, Donc, c'est qui ça, Alberto? c'est Parle-nous d'Alberto un peu, là, qu'on apprenne à le connaître. C'est évidemment un carnivore, on s'entend, comme il est de la famille des tyrannosaures. Donc, le nom spécifique parce qu'il y a plusieurs. Tu as l'Albertosaurus, puis là, ben, tu peux avoir plein de petits, comme tous les frères et sœurs de ça. En gros, ça veut tout dire mangeur de chair.
Ouais, Donc, c'est si on veut clairement... entretenir une relation ami-ami, on oublie ça parce qu'il n'est pas très sociable. Non, exactement. Puis, on a à peu près une trentaine de spécimens qui ont été découverts jusqu'à maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des spécimens de tous les âges. OK. Donc, on est capable d'avoir une bonne idée de à quoi pouvait ressembler l'albertosaure. Des fois, je dis albertosaure, des fois, je vais dire albertosaurus, là, c'est la même chose. De à quoi il pouvait ressembler tout le long de sa vie ou presque. Bon, comme j'aime parler d'archéologie, je vais parler des découvertes de ces dinosaures-là. Donc, la première découverte a eu lieu le 9 juin 1884 et c'est un crâne partiel qui a été recueilli. Il a été recueilli sur l'affleurement de la formation de Horseshoe Canyon le long de la rivière Red Deer en Alberta. Donc, juste avant de continuer, je vais juste expliquer un peu c'est situé où cette formation-là. En fait, elle se trouve à environ 17 km au sud-ouest de Drumheller, qui est près de la ville d'Edmonton. Okay. Donc, on voit que c'est quand même un endroit qui est accessible. La formation a un diamètre d'environ 3 km et une épaisseur de 230 mètres. C'est une formation qui est composée de mudstone, de grès, d'argile et c'est très, très riche en charbon. Pourquoi qu'on a ce genre d'éléments-là, comme je disais tantôt, c'est qu'il y a eu plusieurs milieux différents qui se sont succédés, comme c'est des plaines inondables. Donc, tu as les plaines inondables, des fois, tu avais des estuaires, des fois, tu avais des tourbières. Donc, tout ça a permis d'aboutir à une conservation d'une très, très, très grande diversité des fossiles. Il y a plusieurs formations. Là, ça, la formation de Horseshoe Canyon, c'est là où est-ce que les premiers ont été découverts. Mais tout le long de la rivière, Red Deer, il y a eu des découvertes qui ont été faites. Donc, la première découverte a été faite le 9 juin 1884. Il a été récupéré par une expédition de la Commission géologique du Canada. Parce qu'à l'époque, même encore aujourd'hui, c'est beaucoup les commissions géologiques qui cherchent des fossiles. Parce que c'était eux qui connaissaient la pierre et comme ils fouillaient pour trouver des pierres, ils ont trouvé des fossiles par la bande. Cette expédition-là a été dirigée par le célèbre géologue, au Canada, c'est un géologue très connu, le Joseph Burr Tyrrell. Je vais en revenir tantôt, mais le nom du musée anthropologique, pas anthropologique, paléontologique, se nomme le musée royal Tyrrell à son nom. Donc, c'était vraiment quelqu'un de connu. Mais, en raison de l'équipement, du manque, d'équipement spécialisé, le crâne presque complet n'a pas réussi à être sécurisé. OK. Si je fais référence un peu à mes chroniques d'archéologie, quand je dis qu'on trouve des os, quand on n'est pas capable de stabiliser, par exemple, le pourcentage d'humidité ou quand on ne le met pas dans un endroit où est-ce qu'il peut être conservé rapidement, quand on n'a pas les équipements spécialisés pour pouvoir faire ça, ça se dégrade rapidement. Moi, j'ai une photo ici, puis je pense que c'est juste la moitié qui ont réussi ou c'est la mâchoire du bas? Oui, c'est vraiment un crâne partiel. Là. C'est vraiment, oui, je pense que c'est la mâchoire du bas, en effet, qu'ils ont réussi à conserver. C'est plate un peu, mais à cette époque-là, ça peut être compréhensible. En 1889, le collègue de notre monsieur Tyrrell, qui s'appelle Thomas Weston, est retourné faire des fouilles et il a trouvé un autre petit crâne, un petit crâne incomplet associé à d'autres éléments d'os dans un endroit vraiment pas loin. Donc, les deux crânes ont été amenés. À l'époque, on ne savait pas, l'Albertosaurus n'existait pas encore. Donc, ils ont essayé de les intégrer à l'intérieur des différentes classes ou familles de dinosaures qu'on connaissait déjà. Et ça l'a comme plus ou moins marché. Parce qu'on n'était pas capable, il y avait toujours quelque chose qui ne fitait pas finalement avec les autres. Donc, c'est en 1905 que un monsieur Osborne, qui est un spécialiste là, des os,
a créé finalement le nom de Albertosaurus sarcophage. Sarcophage voulant dire qu'il mange mangeur de chair, parce qu'on voyait que c'était associé à une mâchoire clairement de carnivore. Il n'y a pas décrit les restes, les autres os qui ont été ramassés de manière très détaillée. Mais c'est à partir de 1905 qu'on a commencé à parler vraiment d'Albertosaurus comme une famille de tyrannosaures. Le 11 août 1910, il y a un autre paléontologue américain qui est M. Brown qui a découvert les restes d'un grand groupe d'Albertosaurus dans une carrière un petit peu plus loin, sur la rivière Red Deer, la même rivière. C'est un endroit qu'on appelle Dry Island, qui est vraiment juste un petit peu plus loin finalement de cet endroit-là. Ils ont trouvé un nombre très, très grand d'ossements. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de temps pour pouvoir les amasser. Donc, son groupe, il n'a pas collecté tous les os qu'il y avait là, mais ils sont assurés de collecter les restes de tous les individus qu'ils pouvaient identifier. Donc, tout ce qui était facilement identifiable, qui pouvait servir à bien identifier cette espèce-là, a été ramassé. Et ils sont partis. En 1997, là, je fais quand même un bond de genre 80 ans. Il y a un paléontologue, Philip Currie, du Royal Tyrrell Museum of Paleontology, que je parlais tantôt, qui est le musée Royal Tyrrell, a redécouvert ce lit d'ossements-là. Ben, il a redécouvert, finalement, il est retourné faire des fouilles là-bas. Et il a repris tous les travaux de terrain. Les fouilles ont duré de 1997 à 2005. Donc, on parle enfin de vraies fouilles majeures. Il y avait quand même, la première fois qu'ils sont allés en 1910, ils avaient trouvé à peu près 9 individus qui disaient environ dans la carrière de Dry Island. Eh bien, quand ils sont retournés, ils ont retrouvé des restes de 13 autres individus d'âge divers. Ils ont identifié les dinosaures qu'ils ont trouvés être âgés de 2 ans jusqu'à probablement une vingtaine d'années, où est-ce qu'ils ont trouvé un dinosaure qui mesurait plus de 10 mètres de longueur. Donc, tantôt, quand je donnais les grandeurs approximatives, je parlais que c'était 8 à 9 mètres environ, mais plus qu'ils sont vieux, plus ils peuvent grandir, et ils en ont trouvé jusqu'à 10 ans. Mais ces individus, il n'y avait pas de squelette complet. Malheureusement, c'est par des brides de squelette. Il y a eu des fouilles qui ont repris plus tard, mais entre 1926 et 1972, il n'y a absolument rien qui a été trouvé. Même si c'était par erreur ou quoi que ce soit, il y a vraiment, vraiment eu aucune fouille, plutôt aucun fossile d'Albertosaurus qui a été trouvé. À part dans le fameux Dry Island, il y a 6 autres crânes et squelettes qui ont été découverts un petit peu partout en Alberta. Il n'y avait pas de concentration énorme, mais on voit que cet animal-là n'était pas juste à cet endroit-là. Ils ont été conservés dans divers musées canadiens, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des fossiles qui ont été signalés dans des États américains, du Montana, du Nouveau-Mexique, du Wyoming, du Missouri. Mais c'est pas encore reconnu qu'il appartenait au même genre d'Albertosaurus. Est-ce que ça en est un ou pas? Présentement, on n'est pas sûr à 100%. Il a été identifié comme tel, mais je dirais que c'est pas toute la communauté scientifique qui est d'accord avec ça. Et il y aurait par contre 2 spécimens d'Albertosaurus qui ont été retrouvés au Mexique. Et celui-là, je dirais que c'est quand même assez reconnu par la communauté scientifique que ça serait bel et bien un Albertosaurus.
Est-ce qu'il faisait, parce que tu vois, on en trouve en Alberta, puis après ça, on en trouve au Mexique. C'est parce qu'il voyageait beaucoup, probablement à cause de justement de l'hiver qui s'en venait. Donc, il devait quitter l'Alberta l'hiver, puis s'en aller peut-être au Mexique pour être au chaud. Puis après ça, quand l'été revenait, il repartait en Alberta. Il pouvait se déplacer, mais tu sais, comme je disais, il y a divers, tu sais, au Montana, au Nouveau-Mexique, au Wyoming, au Missouri, il y en aurait peut-être qui auraient été trouvés aussi, OK, même ouais. si c'est pas encore reconnu. Donc, ça fait un peu le chemin vers le Mexique. Est-ce que, tu sais, j'ai pas de date précise sur les autres non plus. Donc, est-ce que c'est suite à une glaciation, ils se sont déplacés? Généralement, c'est pas des dinosaures qui vont faire des méga grandes distances, à moins qu'ils soient obligés. Donc, est-ce qu'il était tout simplement répandu? Est-ce que c'était tout simplement un dinosaure typique répandu? Ou si c'était une migration, ça, je peux pas le dire. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas calculé selon les eaux qu'ils ont découvert à peu près à quelle époque que le dinosaure existait, dans le sens Ouais. qu'ils ne sont pas capables de dire, OK, là, mettons un exemple. Au mois de mai, je ne sais pas, 71 millions d'années avant Jésus-Christ, il était là, mais celui-là, il est à peu près 6 mois plus tard, donc on voit qu'il est parti dans cette direction-là, ou c'est une couple d'années plus tard, fait qu'on voit qu'ils ne sont pas Pour capables le parce que moment, non, c'est c'est rendu trop vieux, rendu là. ça, c'est plutôt des grandes braquettes. Ouais, Peut-être que ça pourrait être possible, mais là, j'ai pas rien trouvé c'est comme bon. quoi que ça avait pu être daté de cette façon-là précise. OK. Euh, Tantôt, quand je parlais des différents types de tyrannosaures, je disais que dans la famille des Albertosaurus, il y avait comme l'Albertosaure, mais le Gorgosaure aussi. Parce qu'en fait, c'est un dinosaure qui a été trouvé dans la formation. Bon, c'est une formation qui s'appelle Dinosaur Park, qui est pas loin aussi en Alberta de où est-ce que l'Albertosaure a été trouvé. Par contre, ce squelette-là est un peu plus ancien que ils sont capables de le dater jusqu'à un certain point, là, mais il est plus ancien que celui des Albertosaures. Il appartient comme plus au Campaniens versus ce que je disais tantôt, qui était plutôt, là, je cherche parce que j'ai perdu le nom, qui est plutôt le Crétacé. Donc, c'est différentes étapes là, géologiques. Donc, il est plus vieux. Il l'a nommé, le paléontologue qui l'a trouvé, ils l'ont nommé le Gorgosaure. Il y a d'autres spécimens qui ont été trouvés par la suite en Alberta. Euh, Certains ont dit que l'Albertosaure était juste le Gorgosaure, mais plus récent dans l'histoire. D'autres ont dit qu'il y a certaines différences tellement marquantes que ça devrait être deux familles, mais c'est clair qu'ils sont cousins, par contre. Ils sont vraiment pas loin. Comme je disais, dans les Albertosaures, il y a aussi des fois des différences entre chaque Albertosaure existant. Un peu comme dans les humains. On est tous des humains, mais on a toutes des différences spécifiques, tout dépendant d'où qu'on vient. Donc, on a parlé un peu du descriptif tantôt en début de chronique. On parle de 8 à 9 mètres, de 1,5 à 2,5 tonnes, que son apparence est très, très, très semblable à tous les autres tyrannosaures. Juste pour le bien des gens qui écoutent, donc on parle vraiment que c'est un bipède, là, que c'est vraiment quelqu'un qui était sur... Quelqu'un. C'est un dinosaure qui était sur deux pattes et que la façon qu'il marche, il équilibre la tête qui est très lourde et le torse aussi qui est quand même assez lourd avec sa queue pour pouvoir courir. Les membres antérieurs, donc les petits bras, si je peux dire, sont extrêmement petits pour leur taille corporelle et ne possèdent que deux, je peux pas dire doigts, là, doigts ou griffes à l'avant. Tandis que les membres à l'arrière ont des pieds à 4 doigts, dont le premier doigt qui est plus court, qui n'atteint pas le sol. Tu sais, c'est comme Ouais, le petit doigt par en arrière qu'on voit des fois quand il court. ouais. Par exemple, ça me surprend, 2 doigts seulement pour en avant. Le T-Rex avait pas le T-Rex avait tout ça, ou il me semblait il y avait plus de doigts? J'ai pas le détail vite vite avec moi,
Ça se peut qu'il y en ait plus. Peut-être qu'il y en avait 3, là. 3 ou 4, c'est possible. Sur les images que j'ai devant moi, je vois pas les... Non, ouais, c'est ça. Non, je vois qu'il y a il y a deux pattes. Il y a deux pattes aussi. Je pensais qu'il y avait plus que deux pattes. Mais même le T-Rex a juste deux doigts. OK. Mais je me rappelle pas comme dans Jurassic Park combien de doigts qu'il y avait. Des fois, ça peut être issu de ça, notre impression aussi, parce que pour les biens du film, il y en avait peut-être fait 3 ou peu importe, là. Je sais pas. Hmm. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'ils ont été capables d'établir que l'Albertosaurus était capable d'atteindre des vitesses de marche de 14 à 21 km/h. Ce qui est quand même très bien. Oui, effectivement. Mais ça, il parle même que pour les individus plus jeunes, donc qui sont plus légers et un petit peu plus petits, la vitesse de course pourrait être beaucoup plus élevée que ça. Ce qui est quand même intéressant parce que, donc, il était capable de courir. Finalement, il était probablement un prédateur beaucoup plus efficace que le Tyrannosaurus Rex parce qu'il était capable de courir finalement après ses victimes un petit peu plus. Donc, ça, c'était quand même intéressant. Le fait qu'il était plus petit lui donnait une plus grande facilité de mouvement. Exactement. Bon, peut-être qu'il ne pouvait pas attaquer exactement les mêmes types de dinosaures. Ça, étant plus petit, il pouvait peut-être pas s'attaquer aux très, très grands. Mais écoute, ça peut être un mal pour un bien à l'époque. Une autre chose que j'ai trouvée intéressante, il y a des empreintes cutanées aussi qui ont été retrouvées. C'est-à-dire que dans la pierre, on avait des empreintes de leur peau et on a vu qu'il y avait des écailles. Donc, la façon que c'était fait, là, il y avait vraiment des écailles comme caillouteuses, si je peux dire, qui deviennent de plus en plus grandes et avec des formes un petit peu hexagonales. Donc, avec ça, on est capable d'avoir quand même une petite idée de ce à quoi il pouvait ressembler. Concernant le crâne, mais la majorité des animaux qui ont des crânes très, très gros, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des crânes massifs, là, on s'entend. On parle une soixantaine de dents dans sa bouche. Donc, on voit qu'il y avait quand même des grands, grands crânes. Par contre, c'est fichtrement pesant, un gros crâne. Donc, on a des larges fenestrations sur chaque côté. C'est vraiment comme des ouvertures, finalement, qui permettent de réduire le poids de la tête tout en offrant plus d'espace pour fixer les muscles. Donc, c'est pour ça que les tyrannosaures ont des mâchoires très, très, très puissantes. C'est parce qu'ils ont un très gros crâne, oui, mais avec beaucoup d'espace, beaucoup de trous dedans pour laisser l'espace aux muscles de se fixer un peu partout. C'est ce qui leur donne leur force. Comme je disais tantôt, il y a environ une soixantaine de dents qui sont un peu incurvées vers l'arrière. C'est ce qui leur permet de déchiqueter la viande. C'est quand même assez intéressant. Côté comment est-ce qu'ils vivaient, c'est quoi leur façon, leur comportement. Bien, ils ont découvert que ils vivaient vraiment en groupe, que c'était comme des meutes, si je peux dire. Quand ils ont fouillé l'endroit où est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de spécimens, à Dry Island, il y a une quasi-absence d'herbivores au même endroit. Et, ce qui est quand même assez intéressant. Et tous les états de conservation de tous les individus sont le même. Donc, c'est pas un endroit qui est un piège à prédateurs. C'est-à-dire, c'est pas un endroit où est-ce qu'il attirait les herbivores qui mangeaient puis qui pouvaient y en avoir qui mouraient pendant leur chasse. Comme on n'a retrouvé aucun herbivore. Donc, puis on voit que tous les animaux sont morts en même temps parce qu'ils ont le même état de conservation. C'est vraiment la preuve, ça, d'un espèce de comportement social. Parce que c'est excessivement rare qu'il y a autant de prédateurs qui sont retrouvés sur un même site, au même endroit, qui datent de la même époque. Donc, ça veut dire qu'ils se déplaçaient vraiment en groupe, chose qui est quand même assez intéressant à savoir.
Surtout si c'est des races de dinosaures différentes. Oui. Puis, ce qui est intéressant, un autre élément, c'est que c'est l'âge un peu des gens qui ont été trouvés. C'est-à-dire que il n'y a aucun ou presque nouveau-né qui a été retrouvé. Donc, soit que les nouveau-nés pouvaient mourir en grand nombre, mais qu'ils n'ont pas été conservés en raison de la petite taille de leurs os, ce qui arrive quand même assez souvent, ou à cause de la constitution fragile. Fait que des nouveau-nés, en fait, de base, c'est excessivement rare qu'on en trouve comme des œufs de dinosaures. Ça arrive, mais c'est quand même rare. Mais après l'âge de 2 ans, là, on a retrouvé des squelettes. Donc, on voit qu'à partir de l'âge de 2 ans, les jeunes sont beaucoup plus grands, puis ils commencent à prendre du coffre au niveau des os. Là, ils commencent à grossir et leurs os se préservent quand même bien. Les jeunes étaient plus grands que les autres prédateurs de la région et plus agiles que la plupart de leurs proies à partir de l'âge de 2 ans. Parce que, comme j'expliquais pour la vitesse tantôt, mais même à ça, selon la constitution de leur mâchoire, ils étaient quand même déjà assez solides. Et selon la grandeur, on voit que c'est plus grand que les autres prédateurs de la région. Donc, c'est pour ça probablement qu'on a retrouvé beaucoup d'Albertosaurus parce qu'ils étaient capables d'être mieux, de vivre mieux que les autres prédateurs. La majorité des individus qui ont été retrouvés là-bas étaient âgés de 14 ans ou plus. Comme je l'expliquais tantôt, les juvéniles sont quand même assez rares à trouver. Les tout petits, à part quelques cas de 2 ans. Donc, il y avait quand même une bonne durée de vie, une bonne capacité de vivre, je dirais jusqu'à 14 ans. C'est pas beaucoup, par exemple, quand tu y penses, là. Ben, un gros, pour les gros dinosaures, C'est long. c'est quand même bon parce que le cœur doit pomper. C'est dur de vivre. Ouais. C'est drôle de dire ça comme ça, là. Mais c'est dur de vivre pour les grands dinosaures. Ouais, ben Euh, c'est un peu comme une personne qui est petite face à une personne qui souffre d'obésité. oui, La personne qui souffre d'obésité, malheureusement, son cœur va se fatiguer beaucoup plus vite parce qu'elle doit travailler beaucoup plus fort que la personne qui est plus petite, qui, elle, ben justement, son cœur a moins à travailler, donc, par le fait même, rallonge sa durée de vie, là. exactement, c'est en plein ça. C'est sûr qu'il était quand même majoritairement grand à Ouais. l'époque, là. Il y avait des tout petits et des très grands dinosaures, mais ils n'ont pas tous vécu, bon, dans la même époque. Mais c'est quand même intéressant à savoir. Mais les plus vieux, bon, je cherchais l'information pendant que je te parlais. Les plus vieux avaient entre 17 et 23 ans. Donc, ils pouvaient se rendre jusqu'à 23 ans. Le fameux 10 mètres de long là, avait 23 ans. Sinon, la majorité avait alentour de 14 ans. Et il y a quand même 6 petits dinosaures qui ont été retrouvés qui étaient âgés entre 2 et 11 ans. Donc, ils n'avaient pas encore atteint la phase finale de leur croissance. Euh, Quand on voit des gens de plusieurs âges à l'intérieur du même endroit, qui sont morts à peu près tous en même temps, ça illustre clairement le comportement de meute là, ou de groupes qui sont ensemble, qui vivaient ensemble. Ce n'était pas juste un dinosaure qui partait seul avec ses enfants pour pas que le mâle venait manger. Tu n'as pas du tout ce comportement-là à l'intérieur des Albertosaurus. Ce qui est quand même intéressant parce que je pense, à ma connaissance, j'ai pas fait encore de recherche très, très poussée sur le Tyrannosaurus rex, mais on n'avait pas ce phénomène-là de grosse meute de mémoire. Donc, c'était quand même un petit élément quand même intéressant. Et suite aux différentes recherches, ils ont aussi découvert que probablement qu'ils chassaient aussi en meute. Donc, tu avais les plus jeunes qui étaient plus rapides, comme je disais tantôt, et qui pouvaient, être comme responsables de conduire les proies vers les adultes qui étaient plus gros et plus puissants, mais plus lents. Donc, tu avais les jeunes qui attiraient probablement, qui poussaient, je dirais, ou qui dirigeaient les proies, un peu comme les chiens de berger dirigent les moutons, là. Vers les adultes, et les adultes, eux, s'occupaient de finalement tuer leur proie.
qui est Ça, quand même intéressant ben, aussi. ça prouve que même les dinosaures avaient un niveau d'intelligence assez quand même avancé parce que Oui, ça prend une organisation pour faire ça, là. oui, exactement. C'est quand même. J'ai trouvé ça intéressant parce que je ne pensais pas que les gros prédateurs comme ça avaient ce genre de comportement social-là. Puis tu sais, des fois, c'est drôle parce que, dis-moi si je me trompe, mais moi, j'ai toujours lu que le cerveau d'un dinosaure, c'était pas plus gros que celui d'un oiseau. Mhm. En effet, il n'est pas très, très gros en proportion de sa grandeur. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus intéressant de voir que malgré la petitesse du cerveau en question, il y a quand même l'intelligence qui est là au niveau de la chasse. Puis c'est pas juste de l'instinct, là, c'est plus que de l'instinct parce que d'abord, il faut l'apprendre aux plus jeunes. Je pense pas Ah que les jeunes vont automatiquement comprendre qu'il faut qu'ils courent après Donc, ça veut-tu dire qu'il y a communication entre les animaux, choses comme ça aussi? Donc, ça aussi, ça devient intéressant au niveau du comportement animal ben, du dinosaure en question. Ah oui, vraiment. Puis ce que j'aime, ce que je trouve le fun, c'est que c'est au Canada que ça a été trouvé. Ça a Ouais. été. Oui, il y a eu des chercheurs américains parce que quand on trouve des dinosaures de cette époque-là, ben on peut pas dire qu'ils arrêtaient à la limite Non, non, c'est ça. Canada-États-Unis, là. Il n'y avait pas de limite physique à cette époque-là, là. Puis Ouais, ce qui est le fun, c'est que ça apparaît, l'Albertosaurus apparaît aussi à la télévision, dans des jeux vidéo, même dans des timbres. Donc, ça promouvoit un peu le Canada ouais. par la bande, chose que je trouve super intéressant, puis que non sort rarement au niveau de grosses études mondiales, au niveau de ben là, de plus en plus avec les recherches qui sont faites en Alberta, mais tu sais, on entend beaucoup parler plutôt des dinosaures aux États-Unis ou en Europe, rarement dire c'est un dinosaure du Canada. Mais l'Albertosaurus a un peu changé la donne, ce que je trouve quand même assez intéressant. Puis, notre musée, le musée royal, il appelle le musée royal Tyrrell de paléontologie, qui est situé d'ailleurs à Drumheller, en Alberta, qui est vraiment pas loin de la formation que je disais tantôt, là. La formation est à 17 km de Drumheller, pas loin d'Edmonton. Ben, le musée a été construit à Drumheller. Il a été fondé en 1985. Il a quand même été fondé tard, ou récemment dans l'histoire Ouais. de ça. Euh, la première année d'activité de ce musée-là, il y a eu plus de 600 000 personnes qui ont été le visiter. Il y a plus de 10 galeries d'exposition, 80 000 spécimens d'une quarantaine de squelettes complets de dinosaures, dont un Tyrannosaurus rex, parce que oui, les Tyrannosaurus rex ont passé quand même par ici, et ils ont réussi à avoir un squelette complet d'Albertosaurus aussi. Et le nom du musée, comme je disais tantôt, est issu du géologue Joseph Tyrrell, qui a découvert le premier fossile de dinosaure un peu accidentellement, comme chaque première découverte dans la Red Deer Valley en Alberta. En fait, il cherchait des gisements de charbon. Pourquoi il creusait là? C'est qu'il Mhm. cherchait des gisements de charbon. Puis, il a découvert les dinosaures et il s'est passionné par ça, entre autres, pour le reste de sa vie. C'est pour ça qu'ils ont nommé le musée de paléontologie euh, en Alberta à son nom. C'est quand même intéressant aussi. Tantôt, tu parlais de pièges parce que, bon, tu parlais, mettons, parce qu'il y avait, mettons, beaucoup de faune. Les herbivores vont se rendre là, les carnivores vont se servir de ça pour piéger les herbivores. Mais quand on regarde l'emplacement, justement, de Red Deer River, c'est un endroit qui est beaucoup plus rocailleux. Oui. Il y a pas. Aujourd'hui, oui. Oui. Puis, dans ce temps-là, je me demandais, les carnivores ont probablement plus utilisé l'eau que la faune pour capturer leur proie, je suppose. Ah, j'imagine que oui, parce que c'était quand même
c'était quand même une façon relativement facile, entre parenthèses, d'utiliser l'eau. Mais tu sais, à l'époque, comme aujourd'hui, oui, c'est très, très, très rocailleux. Puis on voit que quand il y a des photos du canyon de Horseshoes, entre autres, on voit qu'il y a des bandes noires dedans, qu'il y a des couches de charbon qui étaient recherchées finalement. Mais tu sais, anciennement, c'était vraiment des plaines inondables. Quand il y a un canyon, c'est qu'il y avait des rivières assez puissantes à l'époque. Donc, je le cherche, que je le trouve pas, le nom de la rivière que j'ai nommée tantôt. La Red Deer, la rivière Red Deer en Alberta, qui est encore existante, là. Qui est là, mais qui était un petit peu plus imposante à l'époque parce qu'il y avait vraiment des tourbières, des estuaires. Mais dès qu'il y a de la glaciation, dès qu'il y a des glaciers, veut pas, ça fond quand même toujours un petit peu. Donc, il y avait une possibilité d'avoir beaucoup plus d'eau qu'aujourd'hui. Donc, est-ce que ça donnait de la swamp ou est-ce que ça donnait vraiment de la faune traditionnelle avec forêt et tout? Il y a eu une succession de divers milieux, vraiment. Tu as eu de la swamp parce que tu as eu des tourbières là-bas. Parce que dans la roche, on est capable d'identifier les types de végétaux. Donc, il y a vraiment eu des tourbières, il y a vraiment eu de la swamp, il y a eu de l'eau. Tu sais, on retrouve des restes de, pas de poissons, là, mais de la faune sous l'eau, là, aquatique. Merci, aquatique. Puis il y a des estuaires qui ont été trouvés, tout ça. Donc, il y a toujours le... Si tu parles de la tourbière aux roches, ben c'est parce qu'entre les deux, tu as eu aussi des arbres. Ouais. C'est rare que tu vas passer d'un à l'autre. Donc, c'est ce qui est intéressant avec cet endroit-là, c'est que tu as vraiment un paquet d'anciens milieux qui se sont succédés, qui ont amené beaucoup de types de dinosaures au fil des années aussi, parce qu'il n'y a pas juste des albertosaures ou des tyrannosaures qui ont été retrouvés à cet endroit-là. Mais écoute, tu as des ankylosaures, des maniraptora, des marginocéphales, des ornithomimidés, des ornithopodes et des tyrannosaures qui ne sont pas toutes obligatoirement contemporains, là, on s'entend, là, mais on voit qu'il y avait quand même plusieurs familles de dinosaures. Il y avait aussi plusieurs types de mammifères, de reptiles, de poissons, d'invertébrés. C'est quand même un endroit hyper riche grâce à ça, au fait qu'il y a eu plusieurs milieux qui se sont succédés un par-dessus l'autre. Et aujourd'hui, c'est clairement des roches. Oui, exactement. Ben, c'est beaucoup plus rocailleux comme surface et tout ça. Y a-tu de quoi à rajouter sur notre ami Albert? Ou Alberto? Je pense que non. Je pense que j'ai fait le tour un peu de ce dinosaure. Je voulais vraiment commencer par lui pour commencer par un dinosaure qui est dans notre cour, si je peux dire. Un Canadien. Un vrai de vrai. Parce qu'il n'y a pas... Il n'y en a pas au Québec. Ça fait que je ne pouvais pas commencer par un dinosaure du Québec. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de Québécosaurus. Non, en tout cas pas encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, mais pour le moment, il n'y en a pas encore. Andréane, un gros merci. Et puis, bien hâte d'entendre parler d'autres dinosaures inconnus, parce que tu vois, moi, Alberto, je ne le connaissais pas. Alors, au moins, aujourd'hui, je vais me coucher moins niaiseux maintenant que j'ai fait sa connaissance. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Thank you.